You are listening to the Composing Trust podcast by Culture Solutions. Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts de Culture Solutions. Dans ces épisodes de carte blanche, consacrés aux relations culturelles internationales, nous explorons le rôle de l'art et de la culture face aux crises et aux conflits, leur capacité à soutenir les communautés, à nourrir le dialogue, à contribuer à la résolution des conflits, ainsi qu'à la reconstruction matérielle et psychologique. En 2021, l'Union européenne a adopté le concept sur la protection du patrimoine culturel en période de conflit et de crise, reconnaissant le patrimoine culturel comme vecteur important de paix, de démocratie et de développement durable. Alors, que peuvent faire les artistes et les acteurs culturels pour raviver le dialogue, préserver la mémoire et bâtir la paix ? Quel rôle peut jouer l'Union européenne en tant qu'acteur international pour défendre un patrimoine culturel menacé ? Et quelles initiatives concrètes ont déjà été mises en œuvre, avec quels résultats et en collaboration avec quels partenaires ? Cette série de podcasts donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la paix, le dialogue et la culture. Dans cet épisode, Liliane Richieri Hanania, collaboratrice de Culture Solutions, s'entretient avec Fadi Jambar, chanteur d'opéra libanais, qui a réalisé un important travail d'archivage en lien avec la mémoire culturelle du Liban. Cette interview a été menée durant la période des frappes aériennes israéliennes sur Beyrouth et le sud Liban, suivie d'incursions de l'armée israélienne sur le territoire libanais entre septembre et octobre 2024. Ces attaques, survenues dans le contexte du conflit entre Israël, Gaza, le Hamas et le Hezbollah, ont causé d'importants dégâts au patrimoine culturel libanais. Le rapport de l'ONG Heritage for Peace, publié en octobre 2024, fait état de destructions significatives touchant le patrimoine matériel et architectural du pays, notamment la mise en péril du site archéologique de Baalbek, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et situé dans la région de la Bekaa. La guerre a également entraîné le déplacement de près d'1 million de personnes fuyant les zones ciblées, en particulier les villages du Sud. Les conflits répétés au Liban mettent en danger le patrimoine immatériel. Face à ces risques, des artistes comme Fadi Jambar s'engagent pour préserver et reconstruire la mémoire du Liban. Je ne peux pas combattre avec les armes, je combats avec ma pensée. Je combats en montrant une alternative. Cet épisode est consacré au Liban, un pays où différentes religions coexistent depuis des siècles. Terre d'accueil pour de nombreux réfugiés, avec un peuple qui témoigne d'une solidarité vibrante et de résilience malgré tous les défis, toutes les crises qui se sont succédées ces dernières années et qui vit maintenant à nouveau la guerre. Nous avons aujourd'hui la chance de discuter avec Fadi Jambar, baryton libanais de renom qui a étudié en France. Il est lauréat de concours, il est professeur de chant au Liban. Il enseigne au Conservatoire national supérieur de musique, à l'Académie de musique Elias Rahbani. Fadi est aussi chercheur et a également édité et publié des livres sur la musique. Fadi, bonjour et bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté d'être là malgré la situation que le Liban vit aujourd'hui. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours ? Bonjour Liliane, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Je suis baryton, j'ai vécu dans les pays arabes, entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, puis après j'ai été un tout petit peu au Liban pour connaître le Liban, et de là j'ai été au conservatoire, j'ai fait des études, puis en même temps j'ai fait économie et puis conservatoire, et puis à un moment donné j'ai dit à mes parents c'est bon, il fallait que j'aille absolument faire de l'opéra en France, et puis c'est là où j'ai été à Paris, et puis je suis resté une bonne dizaine d'années à faire mon parcours jalonné de haut et de bas, comme tout bon étranger qui arrive, qui débarque dans un pays et qui doit galérer et puis trouver sa place. Après, je suis rentré en 2012 et j'ai essayé de me frayer ma place dans ce pays-là où il faut être réaliste. Le marché de l'opéra n'existe pas ici au Liban. Il y a très peu de choses. On ne peut pas vraiment gagner sa vie en tant que pur chanteur d'opéra. Il faut s'adapter et être prof parce que tout le monde veut apprendre à chanter, ça c'est certain. Donc il faut enseigner et puis faire des concerts dans des événementiels, dans des restaurants, dans des mariages, et puis s'adapter à chanter autre que de l'opéra. Fadi, depuis quelques années déjà, tu fais un travail magnifique de recherche des archives musicales libanaises. Raconte-moi un peu plus en détail cette partie de ton activité. Il y a quelques années, il y avait la période de
de la Covid. C'était en même temps que notre, entre guillemets, pseudo-révolution libanaise en octobre 2019. Et on était coincés, on était bloqués. Et il y avait un projet à l'époque en cours avec le Centre du patrimoine musical libanais dirigé par Madame Zena Saleh Kayali et qui consistait à essayer d'organiser un concert de compositeurs libanais. J'étais en pleine recherche, pleine excavation, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, hein, des compositeurs. On est un petit pays, donc il faut trouver des choses, il faut essayer un peu de... Donc j'étais en pleine recherche, et puis j'ai plongé dans les archives du CPML, et c'est là que je suis tombé sur les archives de Wadi al-Sabra, qui est le fondateur du conservatoire et puis qui est compositeur de l'hymne national libanais. C'était des archives cachées depuis très longtemps, et puis quand Madame Kayali a ouvert ce centre à l'école Notre-Dame de Jammour en 2012, ça a déclenché l'intérêt de la famille de Sabra qui cachait ses archives, la famille Misk, et qui en 2016 les a données à Madame Kayali. Elle a pu faire des recherches et puis faire la biographie de Sabra, et suite à ça, en 2018, la biographie est sortie. Donc j'ai creusé, et puis j'ai trouvé des opéras. Il y avait vraiment comme un appel de clic. Ah oui, c'est vrai qu'on savait tous qu'il y avait des opéras qui étaient faits, qu'il y avait de la musique, tout était caché pour des raisons de gabegie familiale, de querelles, de disputes, comme toujours, comme partout pareil. Et ça a été un peu comme un film Hollywood, comme un déclic passionnant qui fait que, premier opéra, l'émigré, je tombe sur un opéra émigré, je suis émigré. Personnage principal, Georges, mon père s'appelait Georges. Voix, baryton. Oui, je pars, adieu Maloris, d'autres lieux m'attendent demain. C'était l'amour au rêve propice, et désormais l'espoir est vain. Il faut partir, hélas, là-bas vers le rivage incertain. Je suis chanteur d'opéra et je suis le premier concerné par ces œuvres. Il fallait bien que je trouve qu'est-ce qu'il y a encore sortable. Bien sûr, j'ai découvert des choses un peu moins intéressantes. C'est comme un peu Mozart, et pas tout de Mozart est intéressant. Donc il fallait vraiment que j'exhume notre identité, les balbutiements de l'opéra au Liban. Qu'as-tu découvert sur le Liban, son histoire, sa musique, à travers tes recherches? J'ai creusé l'historique jusqu'à en trouver une connexion avec le génocide arménien et Jamal Pacha et compagnie. Donc c'est vraiment, à travers la musique, on a l'histoire du Liban, l'histoire de la naissance de ce Liban, de ce mandat français, de ses compositions, de ses débuts de premier compositeur, parce que Sabra, c'est le premier Libanais à étudier au Conservatoire de Paris. Donc c'était très fascinant de voir un peu comment la musique classique occidentale est née au Liban. Et là, je me suis rendu compte que, voilà, nous, Libanais, on a un vrai problème d'identité, on a un vrai problème d'acceptation de qui on est. On veut toujours paraître ce qu'on n'est pas, on veut toujours mentir, cacher le passé. C'était comme si on ne veut pas regarder derrière soi. C'est comme si on ne veut pas comprendre que, bon, il y a une évolution. Et c'était ça l'objectif principal. Comprenons d'où on vient, comprenons comment cette musique classique est née au Liban. Essayons de voir où on va. Si chacun dit que moi, ben on laisse la porte ouverte aux gens qui vont venir après nous pour effacer notre trace et dire que c'était pas terrible. On bâtit pas une nation, on bâtit pas une histoire, on bâtit pas une continuité culturelle. Je ne dis pas que la musique de Sabra est une musique magnifique. Moi, j'ai essayé juste de mettre en lumière ce qui reste encore aujourd'hui d'acceptable et de représentant. C'est comme si les gens voulaient aller au musée du Louvre, et puis effacer ou casser, détruire des artefacts ou des objets d'art pour dire « Ah ben aujourd'hui on ne fait pas comme ça ». Ça s'appelle du révisionnisme. Et c'est très dangereux. Je déplore cette attitude de ces Libanais qui se prennent pour la clique des gens qui sont eux-mêmes les influenceurs. Je m'amuse, j'ai un plaisir fou à découvrir vraiment Sherlock Holmes comme un Indiana Jones, ces traces du passé, ces documents qui commencent à... Et les gens me disent « Comment tu te fais pour trouver ?» Je ne sais pas, je dis bah, « Ça vient à moi, c'est moi je ne fais rien ». Et puis, on essaye, chacun a sa propre dose. On essaye de susciter l'intérêt. Et je fais ça pour la passion, je fais ça pour cette identité libanaise, pour ce pauvre Liban. Qui on est, d'où on vient, où on va. Encore une fois, cette même question. Je pense que l'apport de l'opéra au Liban a été beaucoup à faire de la technique vocale.
Et encore une fois, on est décrié comme dire que oui, bah, la technique lyrique, bah, elle déforme la prononciation arabe. Et puis on a tout le débat sur est-ce que l'opéra se chante, est-ce que l'arabe se chante de façon opératique. C'est tout un truc qui est passionnant, intéressant, nécessaire et qui me rappelle beaucoup comment Mozart a été décrié à l'époque parce que quand il a composé en allemand en disant que oui, mais l'allemand ne se chante pas de façon opératique, il n'y a que l'italien qui se chante ou le latin. C'est le même débat, c'est le même débat. Je pense que dans une génération, deux générations, on comprendra. Et c'est ce qui a été justement mon grand moteur de mon travail sur l'opéra arabe de Sabra, de bon, essayons de voir comment il a composé, où est-ce qu'il a fait ses erreurs, apprenons des erreurs du passé. C'est un travail fou. Et puis, il faut être musicien pour savoir travailler dans les archives musicales. Il faut s'y connaître, il faut savoir lire le document entre les mains. Tu vois, c'est tout un énorme travail. Le conservatoire a beaucoup d'archives, l'université américaine a beaucoup d'archives. Il faut vraiment... Mais c'est un temps énorme, c'est chronophage de façon monumentale. Sans aucun soutien, et je ne veux pas de soutien. Parce que j'ai appris, j'ai fait les frais de soutien. Les soutiens viennent toujours avec des conditions. Et ma liberté n'a pas de prix, et ma dignité n'a pas de prix. Donc je préfère faire ça à mes frais, le Seigneur pourvoira, et à mon temps, tout doucement, à mon temps, je déguste les enregistrements. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui font beaucoup de choses à l'étranger. C'est ça le problème de Liban. On l'aime tous et on le déteste. C'est cet amour, haine-amour en même temps. Et chacun n'a pas, on n'a pas le droit personne n'a le droit de dire qu'on est les seuls à faire. On se rend compte que plus on creuse, plus il y a dans le monde entier plein de gens qui font pour les compositeurs libanais, dans tous les genres. Je l'ai découvert chez la première grande libanaise qui a fait la carrière monumentale internationale, qui était élève de Badira, qui est élève du conservatoire du Liban, l'Autrichienne Sona Razalian, qui était l'artiste principal de l'Opéra de Vienne, qui dans les années 70 a eu le grand déclic monumental. Pareil, elle n'est plus jamais revenue, mais elle a porté avec elle des compositeurs libanais qu'elle a souvent chantés en récital. Il y a toujours, quand on creuse, il y a toujours un peu partout cette petite lueur d'espoir qui fait que, voilà, on a ce Liban qu'on amène, qu'on porte chacun à sa façon. Et on est tous Libanais. Il y a des Libanais anglophones, il y a des Libanais arabophones, il y a des Libanais francophones, il y a des Libanais lusophones comme toi, il y a des Libanais qui ont été en Australie. Et c'est ce qui fait notre Liban. Et puis j'ai le droit d'exister tout aussi bien que quelqu'un d'autre. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas soi-même. C'est pour cela qu'on est arrivé là. Avec la situation actuelle de ce qui se passe au Liban, il est grand temps de dire à bas les masques et d'arrêter de mentir. D'arrêter de mentir. On ne peut plus continuer comme ça. Le modus operandi n'a pas fonctionné. Toutes les générations avant nous ont contribué à en arriver là. Combien de chanteuses d'opéra j'ai découvert dans le passé qui n'ont survécu que grâce à l'argent de leur mari ou de leurs parents? Quel est le marché? Combien de gens vont aller payer de l'argent pour aller faire écouter? Mais tu peux être un très bon pianiste. Mais notre histoire a donné quelques-uns qui ont fait de la grande carrière internationale. Le Liban traverse une période difficile avec toutes les crises économiques, l'instabilité politique, l'explosion au port de Beyrouth en 2020, l'impact évidemment des conflits armés. Et malgré cela, les artistes libanais comme toi jouent un rôle essentiel dans la résistance et la résilience aussi du peuple libanais. Dans ce cadre de crise, de conflit, comment tu vois dans ton travail ce rôle de l'art en tant que forme de résistance face à la douleur, face au traumatisme vécu par les Libanais? C'est une thérapie. Je ne peux pas combattre avec les armes, je combats avec ma pensée. Je combats en montrant une alternative. Il y a plein d'artistes engagés qui prennent les armes. Moi, mon arme, c'est ma voix, c'est mon chant.
Donc j'essaie de chanter des choses qui ont un sens. Je prépare peut-être quelque chose, un enregistrement. En Espagne, tu as Picasso qui a créé Guernica, qui a peint Guernica, qui est un parfait exemple de qu'est-ce qu'un artiste peut faire en temps de guerre. Chacun dans l'adversité crée quelque chose. Donc moi, c'est des périodes propices comme ça maintenant pour faire des recherches, pour renaître d'une autre façon, de faire quelque chose de différent. Ne pas chercher à plaire. Faire ce qui, à l'intérieur de soi, nous parle le plus. L'art n'est pas une priorité. Et donc, les gens préfèrent ne pas prendre de cours de musique en général, parce que cet argent doit aller pour payer les factures d'électricité, les factures de générateur, les factures d'essence, les factures indispensables. L'art n'est pas indispensable. Comment font les artistes libanais, Fadi? Comment aujourd'hui les artistes résistent et font face à l'urgence, à la peur, au manque? En piochant dans les réserves. Je fais partie aussi du syndicat des artistes. On reçoit souvent des donations, des cartons alimentaires à distribuer aux membres du syndicat. Plein d'autres associations religieuses, de quartier. La solidarité, c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même un brin de solidarité qui est là, nonobstant la religion ou le niveau social ou quoi que ce soit. Les artistes, moi je le vois très bien au syndicat. Des plus grands, des plus connus, aux plus pauvres sont... Parce qu'on a tous notre argent qui est bloqué dans les banques. Tous. Tous. Donc là, tout est bloqué. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de séries qui se filment, il n'y a plus de pièces de théâtre. C'est pas une priorité. Donc tous ces gens-là, et heureusement qu'on a des réserves, heureusement qu'on a tous du cash à la maison, ou heureusement qu'on a tous de la famille, de la diaspora qui nous envoie des transferts Western Union, même pas par la banque, parce que, encore une fois, les banques ont perdu notre confiance. Mais les banques sont l'image du peuple libanais, parce que les banques sont dirigées par des Libanais, et des Libanais, donc ça aussi, ils font partie du peuple. Il semble en effet que la solidarité soit au cœur de la résistance des artistes libanais. Quelle est la place de la coopération, du travail collectif dans la reconstruction du pays? On doit collaborer. Moi, j'ai pas eu honte à dire « Viens, Tony, viens, machin, Marc, aide-moi. » Je ne sais pas tout. Je ne peux pas, j'ai pas le temps de tout faire. Je ne peux pas tout faire tout seul. Il y a une hiérarchie, il y a une structure, il y a un travail d'équipe. Ça, on le trouve dans le privé. Et encore bien, toi tu sais très bien, partout, l'humain... Il y a cette fameuse phrase, je ne sais pas si je la dis juste, c'est Saint Ignace de Loyola, partout il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et c'est notre plus grand malheur. Donc, apprendre à s'affranchir de ça. Et puis, bien sûr, le clientélisme. Plein de gens ne sont pas à leur place, mais juste parce qu'ils connaissent quelqu'un qui sont à des postes et ils n'ont pas la compétence de ce poste-là. Oui. Je suis à juste titre pessimiste et en même temps, à juste titre, je crie. Mais c'est parce que j'aime le Liban. Si j'aimais pas le Liban, si je m'aimais pas moi-même, je n'aurais pas fait tout ce travail-là. Voilà, l'identité, qui je suis. Fadi Jambar, Libanais, d'origine on ne sait pas quoi, avec un nom français, un père français, d'origine syro-turco-libano, machin. C'est exactement notre plus grand malheur et notre grande fierté et notre grande puissance à nous, Libanais. C'est précisément la richesse de ce pays. Y a-t-il un message que tu souhaites porter aujourd'hui à partir de ton travail d'artiste et de chercheur? J'apprends de ce que la personne a à me prendre, je fais mon bouquet. Et c'est comme ça que je transmets à mes élèves. J'essaie de les aider à trouver leur indépendance. Et je ne m'attache pas. Je leur dis, libérez-vous de moi, volez de vos propres ailes, parce que c'est vous qui chantez, c'est pas moi. Moi, je suis un peu comme le miroir. Et puis, après, c'est à vous de vous envoler de vos propres ailes. On a beaucoup parlé de numérique tous les deux pour mes recherches en droit international de la culture à d'autres occasions. Comment le numérique peut-il aider les artistes libanais à créer, à s'adapter, à résister, mais aussi à partager la culture libanaise au-delà des frontières? Il faut être lucide qu'on est submergé par le numérique. C'est-à-dire le monde entier, la planète, elle est envahie par le numérique, ce qui est bien. C'est indispensable pour nous parce que, encore une fois, pour plein d'artistes libanais qui sont obligés de quémander des visas, je dis bien le mot quémander des visas, montrer patte blanche pour obtenir
la période exacte du pauvre séjour qu'on veut faire. Et il faut vraiment amener 50 kilos de dossiers pour prouver qu'on n'est pas des terroristes, pour prouver qu'on est des gens bien. Tandis qu'un Français ou un Américain ou un n'importe quoi, il peut être un confini, il prend l'avion, il vient. Donc ce pauvre artiste libanais qui fait de son mieux pour exprimer son art, son âme, bah, le numérique c'est la seule façon d'arriver à contacter. Moi, ça m'a aidé beaucoup pour mon travail sur Sabra, hein, et je dois le reconnaître. Donc, et c'est là où il faut savoir vraiment manipuler cet outil. Donc il faut avoir une diversité, pas seulement être cantonné dans son art, il faut savoir être aussi un très bon manipulateur d'ordinateurs, de programmes, pour pouvoir attirer l'attention du public qui, encore une fois, les gens sont saturés. Internet est saturé, donc on ne peut pas tout écouter. Mais c'est comme aller à la pêche. On jette une bouteille à la mer et puis on voit où ça pioche, où ça attrape. Et c'est un bon moyen de crier. Et quels sont tes souhaits ou tes rêves pour l'avenir des artistes et des secteurs culturels et créatifs au Liban? Il n'y a pas d'avenir idéal. Il faut que la prospérité revienne pour que les concerts se refassent et que les gens puissent jouer à droite à gauche dans les événementiels, et puis autant que possible qu'ils puissent voyager et qu'ils portent le nom du Liban par leur art, par leur musique. Je suis content quand j'ai des artistes étrangers non arabophones qui essaient de chanter des choses en arabe malgré leur accent qui se peut être ridicule, mais au moins ça fait plaisir parce que bon, ils font de leur mieux et puis ils s'intéressent. Donc c'est une façon de entre guillemets vulgariser notre art qui fait qu'on est des gens comme tout le monde, montrer qu'on est des humains comme tous sur Terre, on est tous terriens et notre art a le droit d'exister comme tout le monde, notre culture a le droit d'être valorisée partout et d'être acceptée et aimée. Et je pense que si on comprend tous, si l'humanité dans son intégralité comprend qu'on est tous humains sur Terre, qu'on est tous terriens et qu'on va tous finir 6 pieds sous terre, donc qu'on perde notre temps à s'aimer plus qu'à se détester, je pense qu'on irait beaucoup mieux sur Terre. Thank you for listening to today's episode of our Composing Trust podcast by Culture Solutions. If you liked it, you can subscribe and follow us on your favorite podcast platforms and contact us at culturesolutions.eu.